Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, ils courent dans le sable, tirent sur une corde, construisent une tour avec 3 bouts de ficelle et l'entreprise appelle cela cohésion. Le team building est devenu une mode, parfois une injonction, on y cherche le sourire partagé, l'esprit d'équipe, l'illusion quelquefois, et parfois la cohésion, l'illusion d'un groupe qui se soude en un après-midi, mais derrière la photo souvenir, qu'en reste-t-il vraiment? Quel team building rapproche et lesquels tournent au simple divertissement? Nous en parlons de 10h à midi. Si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à nous joindre, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec nos invités qui sont tous sourires, il faut le dire. Nous sommes avec Ali Serhani qui est DG de J'espère Service, et nous sommes avec Dan Banjo qui est coach, qui est entrepreneur par ailleurs, et nous parlons ce matin des team building. Ça se pratique encore. Bon, certains sont convaincus, d'autres un peu moins. Bon, et je sais les réticences quelquefois de principe de Ali Serhani à ce sujet, mais d'abord la parole à la défense. Dan Banjo. Alors, ça se pratique encore, mais bon, il y a quelquefois effectivement la volonté des entreprises de resserrer, de souder les équipes ou de resserrer les liens entre les uns et les autres. Et de ce point de vue, il y a un certain nombre d'activités qui sont proposées, quelquefois sportives, et quelquefois ce sont d'autres types d'activités. Il y a différentes façons, entre guillemets, de mener son affaire en la matière. Absolument, Badr, et un grand merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Alors pour la partie team building... Aujourd'hui, c'est concrètement, donc c'est pas notre activité principale. Le team building, nous, comment on l'approche, c'est avec une version coach. Donc le team building classique que les personnes connaissent, ça va être une approche en général récréative, fun. Nous, dans un cabinet de coaching, on va approcher ça de manière, on va dire, le team building version coach. C'est un travail en profondeur. On va privilégier d'abord la performance à la cohésion. C'est la performance qui crée de la cohésion et pas la cohésion qui va créer de la performance. Personne n'a envie d'être dans une équipe de losers, entre mais on est d'accord. Mais ça fait tout. Mais je vois, bon, dans certains médias ou dans certaines entreprises, dès lors qu'il y a quelque chose de positif ou qui a trait à la performance, on communique dessus. Et ça rend fier parfois ceux qui travaillent dans ces entreprises de voir que ça avance, ça va dans le bon sens. Alors Ali Serhani, le team building. Je suis curieux de connaître son avis par rapport à ça, ouais. Non, qu'est-ce que tu as dit? Performance, cohésion, répète ce que tu viens de dire. Alors en gros, le team building tel qu'on le connaît, quand on est en tant que fournisseur concrètement, quand on est prestataire, on arrive... Du divertissement, souvent. Voilà, les clients nous demandent, on veut faire du team building, on veut créer de la cohésion. L'idée, nous, comme on l'approche en tant que coach, c'est que c'est la performance qui va créer de la cohésion. C'est pas la cohésion qui va créer de la performance. Parce que c'est comme dans une famille. En général, quand il y a beaucoup de cohésion, il y a beaucoup de non-dits. On va laisser passer beaucoup de choses. Et ce qui se passe, c'est que en laissant passer les choses, la performance, c'est au détriment de la performance. Ah oui, bon, on a été renseigné hier sur les racines étymologiques du mot famille, et ça veut dire chaîne et esclave. Bon, ça invite à réfléchir. Alors Alice. Non, j'aime bien, c'est-à-dire que c'est la performance qui fait la cohésion, et je suis entièrement d'accord avec toi. On a eu certaines, je dirais pas clients, des entreprises qui disaient, bon écoute, on va créer une certaine cohésion entre les équipes, on va faire des team building ou des retraites. Voilà ce qu'ils ont dit. Et là, je me suis dit, bon écoute, si tes équipes sont complètement à côté de leur pompe, je ne vois pas comment tu peux créer cette cohésion pendant 3 jours. Ah bah, vous savez, un match de foot, ça fait jaser, ça fait des discussions pendant des mois. C'est n'importe quoi. Là, ça a fait sourire chasser le naturel, il revient au galop. Oui, mais bon, on se découvre. Vous tapez dessus, par exemple, dans la radio, on vous emmène pendant 3 jours, vous n'allez pas vous réconcilier. Il faut dire les choses telles que... On vous mettrait pas gardien de but. Non. Mais alors, les team building, le coaching, tout ce que tu veux, c'est très très bien, mais il faudrait que ça soit utilisé à bon escient. Il y a des gens qui le font tout simplement parce que c'est un effet de mode. Tu sais, parfois on dit qu'il y a beaucoup plus de coachs que de Marocains. C'est aussi vrai, c'est incroyable. Ce matin, je suis allé prendre mon petit déjeuner avec ma mère et elle voit les chaînes marocaines et pas uniquement 2M. Et à un moment donné, elle me dit, Wallah al-Adim, ce terme, j'utilise pas ce truc-là. Elle me dit, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de coachs. Et j'ai dit, les Marocains disent parfois qu'il y a plus de coachs que de... Mais il y a plus d'entraîneurs que de Marocains. Parce que dès lors qu'on regarde... Alors là, non, c'est d'entraîneurs, je parlerai pas de ce pays-là. C'est un pays très proche. Ils avaient dit comme quoi, avant l'ère Intel, il y avait 12 millions
de commentateurs sportifs. Et après l'ère de machin, il y a eu 12 millions de commentateurs politiques. Tu vois ce que je veux dire? Tu as raison ce que tu viens de dire. Oui. Non. Alors, à toute chose, c'est comme un écrivain qui me disait une fois, j'avais lu un AV. Et je lui ai dit, Harry, j'ai perdu mon temps. Il a lu un film. C'est quand même pas. Non. Bon, un livre qui n'est pas terrible. Allez. Bon. J'ai lu un navet. C'était un navet. Bien que le navet est très bon. Hein. Faut dire la chose. Et je lui ai dit, il me dit ce terme que je n'oublierai jamais. Il me dit, non, Ali. Dans le navet, tu peux trouver quelque chose. Dans ce navet, ce livre que tu as, tu peux trouver des choses intéressantes. J'ai relu le livre. C'est pas un compliment pour les coachs. Mais c'est vrai que certains usurpent la casquette comme pour coach. Alors, est-ce que j'ai le droit de me défendre ou pas? Parce que là, depuis tout à l'heure, vous parlez de moi. Là, vas-y, mon cher Dan, vas-y. Alors, concrètement, le coach aussi, c'est vrai que c'est un mot c'est vachement galvaudé sur le marché. Il y a eu une inflation ces dernières années. Il y a eu une grosse inflation, il y a une grosse connotation vis-à-vis de ce mot-là. Désolé pour tous les coachs. Tous les coachs qui nous entendent. Alors, déjà, il y a 3 critères principaux pour dire voilà, c'est une personne qui a fait du coaching, qui est coach en tout cas. C'est une personne qui a fait une formation. Donc déjà, c'est une personne qui est formée. Tu peux pas arriver sur le marché et te dire je suis coach et parce que tu as une expérience derrière où tu as pu conseiller des copains, tu as pu conseiller ta famille et en te disant j'ai donné un conseil à ma famille, elle a réussi, c'est grâce à moi. Alors déjà, le coach, il ne donne pas de conseils. Le coach, il accompagne, il écoute, il ouvre un espace pour la personne qui l'accompagne. La deuxième chose, c'est une personne qui aussi a mené une thérapie sur elle-même. C'est une personne qui se connaît, qui a cette capacité à ne pas s'identifier aux personnes qui sont en face d'elle. C'est très facile de s'approprier la problématique de la personne qui est en face de nous et d'en faire notre problématique et du coup de vouloir la défendre et qu'absolument que ça se résolve. Ah oui. On n'est pas là pour ça. Oui, mais ça c'est vrai que certains aiment bien l'image que leur renvoie le fait d'être dans la position du sauveur. Exact. Alors je pense que vous avez fait un épisode là-dessus aussi. Oui, en effet, mais c'est vrai que c'est gratifiant. Mais bon, on vient quelque part pour des raisons et puis on fait son chemin. On fait son bout de chemin. On essaie entre guillemets d'éviter les mauvaises raisons peut-être qui nous poussent à prendre les directions qu'on a prises dans la vie. Oui. Certains ont beaucoup d'ego, ils font certains métiers. Alors, absolument. Donc qu'est-ce que ça veut dire, Badr, exactement? Faisait référence aux politiques. Bon, dit-on quelquefois dans les médias, on n'y vient pas par hasard. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de métiers, même pour tout métier presque, il y a quand même une empreinte. Ça dit quelque chose de soi-même. Et ce que ça dit, c'est quelquefois une part d'ombre ou une part de lumière qui nous y a mené. Donc ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, le fait d'être coach, ça dit quelque chose des personnes qui sont devenues coach. Absolument. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'eux, du coup? Je serais curieux de savoir. Ce que ça veut dire d'eux, déjà, c'est un besoin entre guillemets d'être dans la posture de l'aidant. Oui. C'est que quelque part, on a souhaité recevoir ce qu'on peut donner. On se sent déjà, et quand on se sent capable de donner, ça veut aussi dire que on a senti qu'on a reçu. On a reçu quelque chose qu'il s'agit de transmettre. Donc c'est un très bon point. C'est un très bon point. Ça résonne beaucoup. Comment j'ai démarré le coaching, c'est parce que un jour j'ai été écouté. Et on m'a ouvert un espace et c'est une personne qui ne m'a pas coupé dans la manière dont je répondais à ces questions, qui a toujours rebondi sur ce que je lui disais. C'était pas un journaliste. C'était surtout pas un journaliste, non. Oui. Et c'était un coach. Donc du coup voilà, et c'est ça qui m'a donné envie, le fait de me dire waouh, je me suis senti bien dans cet espace-là. C'est un espace, ce que tu dis résonne, donc, clairement, c'est un espace que je pourrais proposer aussi à des personnes qui sont en face de moi, que ce soit un individu ou une équipe. C'est très agréable de pouvoir, oui c'est vrai qu'en tant que coach, on a cette satisfaction de pouvoir aider, oui. Alors, oui. Mais tout le monde n'a pas la capacité. Non, mais tous les deux, vous avez... Non, je vais utiliser ce que vous avez dit. Bon. Tu as dit, on a reçu. Il y a question on a reçu quelque chose, on veut donner, n'est-ce pas? Mais également, une chose qu'a dit Dan, c'est que faire un travail sur soi-même. Beaucoup ne font pas de travail sur... Bon, on n'est pas là pour faire le procédé des coachs. Bien sûr. On discute, c'est parce que, honnêtement, moi aussi, j'aimerais bien apprendre. Parce que parfois, j'ai eu des coachs en face de moi qui étaient très bons. J'en ai eu d'autres que je connaissais personnellement et je me disais comment se fait-il que ce bonhomme-là ou cette bonne dame soit coach. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que la personne a changé. Tu vois ce que je veux dire? Faire un travail sur soi-même, est-ce que c'est aussi évident que cela, mon cher Dan, tu penses? Alors, pour répondre à ta question, c'est au démarrage une envie. Si elle n'a pas une envie de bosser sur soi, oui. Ça ne fonctionne pas. Ça fait partie des conditions essentielles d'un accompagnement de coaching, c'est que la personne ait envie d'être accompagnée, c'est qu'elle a une problématique réelle et qu'elle a envie de changer.
Si on accompagne une personne qui n'a pas envie, ça se passe parfois comme ça en entreprise. Il y a un donneur d'ordre qui vient qui nous dit « Ah, cette personne-là, elle est infernale. J'arrive pas à bosser avec elle. À chaque fois que je parle, elle me contredit. S'il te plaît, change-la, moi. » C'est pas mon taf de la changer. Mon taf, c'est si la personne a envie de changer. Envie de changer. Tu la caméra sur Kassah, comme on dit en marocain. Exactement. Et la caméra sur Kassah, on peut pas. Je sais pas le Kumas ce qu'il a à faire dans cette histoire, mais c'est vrai que, ouais, bon, on dit. Tu sais que moi, j'ai connu dans la vie un oncle, Allah yarhamou, qui était adorable comme tout, mais on l'appelait Mkchoubaf Jbahtou Welekin. Inaxna. Et ça, je n'avais pas compris ce mais c'est un archétype dans Jung. Non, mais attends, mais dans toutes les familles, il y a un quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de très responsable, mais c'était quelqu'un qui, Allah yarhamou, il était, tu vois, il voulait rien comprendre, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où je ne comprenais pas. Et ça, je l'ai revécu avec des gens. Et c'était très difficile, comme tu as dit si bien, mon cher Dan, quand tu discutes avec quelqu'un qui, j'allais dire un terme, qui est complètement à côté de ses pompes. Tu vois, complètement à côté de ses pompes. Donc, tu vois, mais c'est vrai, Qadia. Mais quand est-ce qu'il y a ce besoin de coach, à ton avis? Alors, on parle d'équipe pour le coup. Comme tu veux, on parle de tout. Moi, je parle en général. Quand je parle de coach, je ne suis pas spécialiste. Donc, quand je dis de coach, à toi de cerner un peu, de voir un peu. Il y a un besoin à partir du moment où il y a une envie de changement, que ce soit dans une équipe ou pour un individu. Si l'équipe a envie d'évoluer, si l'individu a envie d'évoluer, le coaching est un outil pour l'évolution. On ne dit pas que le coaching est une solution miracle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'encourage les entreprises aussi à aller utiliser d'autres outils. On ne dit pas qu'on n'arrive pas en tant que coach, en tant que sauveur. Il y a de la formation, il y a du consulting. Le coaching est un autre outil. Il répond à un besoin différent, c'est-à-dire que la formation va venir transmettre un savoir, le consulting implémenter un savoir. Et le coaching va venir concrètement ouvrir un espace pour faire émerger ce qui se passe dans les équipes et pouvoir en faire quelque chose. C'est comme si il y a quelque chose qui sortait de sous terre, on se dit ok, qu'est-ce qui est en train de sortir? Les personnes sont en face de nous, on prend l'exemple d'une entreprise, ils ont envie d'évoluer, ils ont envie de faire évoluer leur culture. D'où est-ce que ça part? La culture, est-ce que c'est le codir qui va la définir et qui après va la cascader en disant toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça? Ou là c'est réellement les salariés, les N-1, N-2, etc., qui sont l'identité de l'entreprise. C'est eux qui vont faire émerger concrètement comment est-ce qu'ils ont envie que l'entreprise évolue, comment est-ce que ça avance. Oui, bon. Si tu permets 30 secondes avant la respiration musicale. Oui, mais un peu, je vois que tu aimes beaucoup poser de questions. Non, parce que c'est intéressant, parce que, écoute. J'avais un patron qui me disait, écoute, j'ai besoin de coacher toutes mes équipes parce que je crois qu'il y a un problème. Et je lui ai dit non, je crois que le problème c'est toi, c'est pas l'équipe. Et c'est vrai ce que tu disais, performance est égale cohésion. Je suis le problème, c'était toi. Et le bonhomme ne s'était pas rendu compte de cela. Bon, je vais me taire. Mais bon, performance égale cohésion à quelques conditions. Et qu'il faut. Il y a à quelques conditions près. Parce que bon, si je fais travailler, si j'appelle les gens à 2h du matin et que bon, ça déséquilibre entre guillemets des vies, bon, il y aura de la performance, il n'y aura pas nécessairement. Alors quand on parle performance, on parle pas forcément de l'appeler les gens à 2h du matin. Ah oui, absolument. Bon, absolument. Mais tu évoquais dans d'autres émissions, Alice Al-Hani, le cas, dans certaines entreprises, pas seulement de commerciaux, de gens qui faisaient du chiffre, mais qui n'étaient pas, entre guillemets, urbains, ou qui n'étaient pas les plus fréquentables. Et l'entreprise avait du mal à s'en séparer. Donc il y a quelquefois... Et elles ont toujours du mal à s'en séparer. Oui, et quelquefois, il y a ce distinguo à faire. On va y venir, ce sera après la respiration musicale. Et bien entendu, si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à les faire ensemble. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec une auditrice qui nous appelle d'Asfi, Madame Amina qui est avec nous à l'antenne. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Badr Saoudi, merci pour cette émission. Merci à vous d'y participer, on vous écoute attentivement. Donc j'aimerais parler donc le coaching, c'est un nouveau mot. Parce qu'à l'époque, c'était on écoutait les grands-parents et tout ça. Malheureusement, on le fait plus maintenant, pas trop, pas assez. Oui. Parce que si on écoutait les anciennes générations, parce que c'est même dans la sociologie, on dit que c'est bien mentionné que le droit de transmettre des générations. Donc c'est important. Quand un jeune qui sait d'où il vient, donc sa propre l'histoire de son pays, donc il a plus donc il augmente son estime de soi.
c'est quelque chose qui va l'aider pour développer sa personnalité. Parce que souvent, les jeunes sont perdus, ils ne savent pas d'où ils viennent. C'est clair, ils savent d'où ils viennent, mais comment on dit? Donc, ils sont un petit peu... Donc, souvent, ils sont attirés par tout ce qu'ils voient sur Internet et tout ça. Donc, si on leur explique d'où ils viennent, leur terre, l'histoire de leur pays, tout ça, donc ça augmente leur estime pour soi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a une part de transmission. Le temps disponible ou d'échange dans la famille était beaucoup plus élevé, donc on partageait beaucoup plus d'informations avec les anciens, et il y a plus de chances d'avoir à travers l'ancienneté plus de sagesse et de connaissances, parce que simplement on a vécu plus de choses qu'au début, qu'au départ, ou que lorsque effectivement on est à sa vingtaine. Donc c'est une question de probabilité. Dans le temps moderne, oui. On l'appelle coaching, c'est clair, coach, c'est... du coup, ils répondent à ce besoin, parce qu'ils répondent à ce besoin du fait que c'est la part de cet échange, entre guillemets, avec les anciens a diminué dans la vie des uns et des autres. Alors, je ne sais pas si ça vous fait réagir. Alors, ça me fait réagir, oui. Alors, c'est vrai qu'on a parlé d'estime de soi, là, dans la question. Oui. On a parlé de construction identitaire concrètement, et si j'ai bien compris aussi le fait que la transmission des anciens aide les jeunes à être alignés avec des valeurs. C'est clairement on va dire, c'est un schéma qui a existé, qui existe encore aujourd'hui dans certaines familles. Mais ce qui fait que c'est qu'il y a d'autres outils aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens de construire son identité. Il y a d'autres moyens que l'enfant ait une meilleure estime de lui. Le coaching, nous en tant que coach, il y a des coachs spécialisés dans les enfants. Nous, on n'est pas spécialisés dans les enfants, mais pour faire un parallèle, c'est que pour construire l'identité, il peut y avoir de la transmission des anciens, il peut y avoir aussi la bienveillance des parents envers les enfants, il peut y avoir l'ouverture d'un espace pour l'enfant pour qu'il puisse s'exprimer chez un psychologue par exemple, afin de bien construire ce qu'il a intérêt à pouvoir évacuer ce qui peut se passer et ce qui le gêne à l'intérieur. Donc voilà, c'est ma position par rapport à ça. On a plus recours à des psychologues et à des coachs aujourd'hui. Non, mais ce que madame a dit, c'est madame comment? Amina. Madame Hénel, je la remercie tout d'abord. Un grand bonjour à la ville d'Assy. Et ce que vous dites est parfaitement vrai. Et je vous en remercie. Vous avez parlé d'accompagnement. Si on avait cela comme il y a longtemps, on n'aurait pas ces problèmes qu'on a dans les entreprises actuellement, avec des patrons complètement à côté de leur pompe, des salariés à côté de leur pompe. Il n'y a pas de cohésion, comme tu disais tout à l'heure. Et elle a raison. Si à la base, on avait pu maintenir cela, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Sans oublier une chose importante. Non, mon cher Badal, je ne suis pas d'accord avec toi. On a le temps. On a le temps aujourd'hui. Et nous, on se dit, j'ai pas le temps. C'est comme si tout le monde était le Non, mais ton écran, il te vole du temps. Et chacun a son écran aujourd'hui. Non, tu peux. Son ordinateur. Je te promets, je l'ai vécu avec des personnes qui m'ont dit, c'est faux. Quand on dit, je n'ai pas le temps, qu'est-ce que tu n'as pas le temps? Pourquoi? Parce que quand il y a une urgence, parfois, mince, il est 10h30 et carré. Oui, nous, on n'a plus le temps. Pardon, mon cher Karim Droné. Je peux terminer là. Vas-y, mon cher Dan. Je termine après. Je clôture Amina, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. L'un et l'autre. 10h30. Merci beaucoup. 10h30, mais on peut pas parler en même temps, puisque Karim Droné va prendre la suite. En tout cas, on va l'écouter pour le flash d'information et on reprendra la suite de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Ceux qui ont des avis, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Alice Elhani, directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service, et nous sommes avec Dan Bandiou qui est cofondateur de Metablob, qui est coach, et nous parlons ce matin des team building coach. Alors team building plutôt version coach, parce que le team building classique c'est pas notre pas le divertissement. Alors team building coach, en quoi ça consiste? Alors concrètement, le team building classique, on va dire, je vais te donner une image, une vidéo Instagram, ok, et un bon livre derrière. Donc on va dire que la vidéo Instagram qui a ce côté hyper dopamine que tu vas regarder, dont l'effet va passer assez rapidement, c'est le team building classique. Divertissement. Il a sa fonctionnalité. Le bon livre qui apprend plein de choses, qui te transforme, qui peut même mettre de la perspective sur la manière dont tu vois les choses dans la vie,
c'est le concept du coaching d'équipe. C'est le team building version coach. On l'appelle team building version coach, mais c'est du coaching d'équipe. Donc, il s'agit d'être studieux. Je sais pas si alors ça demande de l'engagement. Exactement. Il l'a été. En tout cas, il est assez dispersé dans notre émission. J'ai trouvé un autre terme. Je me rappelle d'un professeur à la fac qui me dit. Mais il ne manque pas d'enthousiasme. Attends, la meilleure, il me dit Serhani, vous êtes irrécupérable. J'oublierai jamais cela de ma. Ah oui. Non, merci. C'est un bon exemple. Livre et aux vidéos, tu vois ce que je veux dire. Mais pour le livre, non, mais c'est une métaphore. Il faut c'est de l'engagement. J'ai compris. C'est une métaphore, mais pourquoi je t'ai dit j'ai compris? Parce que là, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faudrait que la personne accepte de faire un travail sur soi-même. D'accord, quand pour mériter la casquette de coach, tu veux dire. Tout à fait, pour mériter la casquette de coach, mais également la personne que tu as en face de toi, même si tu es coach, il faudrait qu'elle-même accepte. Parce que si, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est têtue, comment... C'est pas qu'elle accepte, qu'elle demande. Qu'elle demande. Ah ouais. C'est qu'elle demande. C'est qu'on va pas dire accepter notre accompagnement. Non, mais si imagine demain, alors bon, ça c'est une question que je pose. Une décision de l'entreprise, mais les salariés ne sont pas des plus joyeux. Elle vous dit, écoutez, monsieur Dan Banjo, vous et votre associé ou je ne sais qui d'autre, venez, vous allez conseiller, je ne vais pas dire coacher, vous allez conseiller nos équipes et tout ce que vous voulez. Par exemple. Oui. Tu c'est devant pas les des salariés murs. qui sont demandeurs. C'est pas les salariés qui sont demandeurs. Voilà, c'est pas les salariés qui sont demandeurs. Alors comment tu réagirais à ce niveau-là? Ça m'est arrivé, en tant que conseiller, pas de conseiller des gens, mais il y a une chanson, donner l'envie d'avoir envie. J'adore Badr. Monsieur chanson de Goli Khalina. Mais oui, c'est un peu l'objectif. C'est-à-dire, imagine ça. On est coach, mais on est entrepreneur aussi. Bien sûr, il ne faut pas se le cacher. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là en tant que coach qui venons et qui disons on peut vous proposer nos services. Si vous dites oui, si vous dites non. On a aussi derrière des outils qui nous permettent d'aller comprendre ce qui se passe dans les équipes. L'idée, c'est d'arriver devant un client et de comprendre quel est son besoin. Où est-ce qu'il y a des blocages? Oui, mais le client, c'est le décisionnaire. Alors, ceux à qui s'adressent ces formations, ce sont les salariés. Est-ce qu'ils sont demandeurs? Alors, quand on fait de l'accompagnement individuel, c'est important qu'il y ait une demande claire de la personne qui sera accompagnée. Sur un coaching d'équipe, comment ça se passe? C'est pas la même approche. Le coaching d'équipe, on va avoir une première étape qui est de l'observation. Donc, on va créer des mises en situation qui permettent de révéler la dynamique d'équipe. De quelle manière fonctionne cette équipe? Si on met toute l'équipe d'Atlantic Radio ensemble, qui font une réunion et qu'un coach est posé à côté... Déjà, je vois qu'une réunion... Voilà, donc il y a déjà une réunion qui se passe là-bas, tu vois. Bien informelle qui se déroule. Exactement. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, il y a Nadia qui est avec une autre personne en train de discuter. Oui. Bon. On va pas rentrer dans le détail, on va pas analyser ça maintenant. Mais concrètement, c'est dire quelle est la dynamique. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des non-dits? Est-ce qu'il y a une personne qui décide? Est-ce qu'il y a une personne qui ne parle pas? Etc. Et une fois qu'on a pu observer les dynamiques, comment les révéler? Ok, Bad, comment tu te sens actuellement dans cette c'est confortable, on passe un bon moment. Voilà, on passe un bon moment. Oui. Donc, dans le cas d'une réunion, il peut y avoir des personnes qui te redisent je me suis pas senti autorisé à donner mon avis. Oui. J'ai senti cette personne-là prendre le lead, etc. Et ça va être le rôle du coach justement de révéler ces problématiques-là et d'en parler et de les expliciter pour que derrière l'équipe puisse travailler dessus et voir qu'est-ce qui les dérange. Alors il y a des blocages, il y a une phase d'observation, en tout cas il y a peut-être des sujets de friction qu'il s'agit d'identifier. Et au terme d'un processus, on peut entre guillemets ou mieux les percevoir ou potentiellement trouver une façon de les éviter. Parce que si quelquefois, il y a des personnalités qui ont un certain type de mécanisme ou de comportement, il est difficile parfois de les changer. Alors, on va pas travailler sur la personne même, on va travailler sur la relation qu'il y a entre les deux personnes. Oui, ce qui est sensiblement différent. C'est qu'est-ce qui se passe? Tu as deux personnes, entre les deux personnes, il y a une situation au milieu, c'est cette situation qu'on va aller travailler. La personne peut être ultra compétente d'un côté et ultra compétente de l'autre, mais la relation entre les deux n'est absolument et complètement improductive. Ah oui, ça on a pu l'observer dans sa vie professionnelle. Donc, tu as peut-être des exemples toi dans ton quotidien. Ça peut arriver, oui, mais bien sûr. Il peut y avoir des personnes absolument compétentes dans ce qu'elles font, mais la synergie, les caractères peuvent être sensiblement incompatibles. Absolument. Donc ce qui se passe, c'est que ça peut exister entre deux personnes dans une entreprise, ça peut exister entre deux départements, ça peut exister entre deux générations. Tout ça, ce qu'on va appeler, c'est ce qui se passe au milieu, c'est l'interface. C'est Alain Cardon qui est très fort, qui est une référence en coaching d'équipe,
qui parle d'interface et qui explique concrètement que ces interfaces-là existent entre différentes entités de l'entreprise. Et c'est aller travailler sur ces interfaces-là qui permet justement d'améliorer la performance. C'est pas, on va pas travailler sur le contenu, sur regarde qu'est-ce qu'il m'a dit, regarde qu'est-ce qu'il a fait, etc. C'est comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait que la finance a du mal à discuter avec le marketing? Qu'est-ce qui fait que les anciens ont du mal à discuter avec les jeunes? Et tout ça, c'est poser les personnes ensemble et révéler ces problématiques-là. Les révéler à travers du questionnement, des questions qui peuvent être parfois gênantes, des questions qu'on va adresser aux personnes. Et le gros challenge du coach, c'est de créer l'alliance. Mais la question qui se pose, conséquemment à ce qu'on vient d'entendre, c'est dans quel cadre que ce chemin-là peut être fait? Parce que dans le team building classique, on imagine effectivement il y a quelque chose de festif, ou quelque chose de divertissant, ou quelque chose de sportif, ou d'éducatif, ou que sais-je encore. Mais bon, c'est souvent à l'extérieur, pas toujours, mais on visualise. Mais quand on parle effectivement de la relation entre des personnes, ou pour la façon de la faire évoluer, où ça se passe? Comment ça se passe? Alors, ça se passe déjà sur de la durée. Le team building classique qui est connu sur les 1 journée, 2 journées, n'est pas du tout suffisant pour aller travailler les dynamiques d'équipe. Donc ça se fait sur la durée, ça se fait à travers des ateliers qu'on va mettre La durée, c'est combien de temps, mon cher Dan? Alors la durée, ça peut être 3 mois, 6 mois, Voilà. 1 an. Voilà. C'est vraiment, on est là, on n'est pas là pour venir animer un atelier et partir. On est là pour intégrer la vie de l'entreprise et comprendre comment ça fonctionne, parce que nous aussi avec notre regard externe, ça nous permet d'aller comprendre comment fonctionne cette entreprise. Est-ce qu'on est sur un fonctionnement ultra top-down? Est-ce qu'on est sur quelque chose de bottom-up? Est-ce qu'on est sur quelque chose de plutôt circulaire, de transverse? Donc tout ça, c'est des informations qui nous permettent au coach, qui nous donnent des informations pour pouvoir aller travailler et comprendre où est-ce que l'entreprise a envie d'aller. Il peut y avoir, je donne un exemple, un envie, on va dire le codir, les dirigeants sont en mode on veut de l'innovation. Voilà. Mais les comportements derrière, on voit que chaque initiative, elle est cassée. Le codir dit on veut de l'autonomie, mais chaque décision doit passer par validation par le dirigeant. Donc là, il y a des dissonances. Et le rôle du coach, justement, c'est d'aller identifier ces dissonances et de les exprimer, de les verbaliser, de les rendre visibles et de pouvoir les travailler derrière, de mettre la personne face aux contradictions éventuelles et d'aller les travailler derrière. C'est tout ça le rôle du coach. Donc c'est pas un team building, on vient, on s'amuse. Donc un team building, nous, comment on l'approche? Parce que c'est quelque chose qui parle au marché. Le team building version coach, c'est notre manière d'aborder le marché. On va faire une journée. Cette journée-là sera remplie d'ateliers de coaching qui vont pouvoir nous permettre de pouvoir identifier les premières... Des ateliers de coaching individuels? Ah non, en collectif. En collectif. Groupe. Donc en groupe, il peut y avoir, je peux donner un exemple d'atelier. Oui. On a un atelier qui est hyper révélateur, c'est le carré parfait. On va prendre une équipe de 20 personnes, par exemple. On va leur dire, voilà, vous allez avoir les yeux bandés et vous n'aurez pas le droit de parler dans une demi-heure. Et vous allez devoir faire un carré parfait avec cette corde-là. Et ils ont une demi-heure pour mettre en place leur stratégie de comment ils vont réaliser ce carré parfait sans parler avec les yeux bandés. Et là, tout de suite, le coach se met en arrière et observe ce qui se passe. Les personnes commencent il y a un chaos en général, personne ne sait réellement quoi faire. Et là, tout de suite, on voit émerger de quelle manière fonctionne l'entreprise. Est-ce que c'est le leader qui va venir et qui va imposer son avis, qui va dire, bon, guys, réunissez-vous devant moi, on va faire ça de cette manière-là, tac, 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 personne ne doit donner son avis. Il y en a, ils viennent, ils se mettent en action directement. Il y en a d'autres, ça ouvre un peu plus la parole. Il n'y a pas d'entreprise c'est pas tout le monde qui a la même méthode de fonctionnement, et ce type d'exercice permet justement d'aller identifier la dynamique de l'équipe. Et est-ce que c'est réservé uniquement aux managers? Non, pas du tout. Alors, comment fait-on dans une entreprise, sachant que les entreprises marocaines, et la plupart, il y a des gens qui ne parlent pas le français. Oui. Comment vous allez gérer des situations? Moi, je ne parle pas à Dan, je parle à un coach qui fait le même travail que Dan. Je l'amène des États-Unis. Comment vais-je faire pour travailler avec des gens qui ne parlent que le marocain? Comment ça, Dan? Il faut s'adapter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, Ali? Concrètement, quelle est derrière ta question? Derrière ma question, c'est tout simplement, j'ai des équipes qui sont complètement... C'est la bérésina dans l'entreprise. Je voudrais ressouder tout le monde, mais il faudrait que vous commenciez par le bas. Avant d'aller vers le haut, là, c'est à vous de voir comment faire. Vers le bas, tu as 600 personnes. 600 personnes que tu vas répartir en groupe de 50 personnes, 30 personnes, 20 personnes, on va dire. Et la plupart ne parlent pas le français, ne parlent que le marocain. Comment vous avez géré cette situation?
Alors nous en général on va s'adresser au top management, au N-1, N-2. Après ce qui se passe c'est qu'il y a une cascade. Si on parle par exemple de culture d'entreprise, on va aller définir la culture d'entreprise à travers déjà faire peut-être des ateliers CODIR, des entretiens individuels avec les différentes personnes, faire des ateliers avec les N-1, N-2 pour qu'ils puissent challenger ce qui a été fait par le CODIR et pouvoir apporter de la richesse au débat. Et c'est ces managers-là qui vont être en charge derrière, à travers des ateliers qui peuvent être faits avec les équipes, de cascader les informations. 30 secondes. Imaginons que le problème c'est le manager, comme on dit بالمغربية, défaut le manager, ماشي في عباد الله. Tu as une usine de 600 personnes. Par exemple, moi je parle en l'air parce que tu sais les gens qui nous écoutent parfois, je n'aimerais pas qu'on leur donne cette idée comme quoi tu sais, on parle de choses qui sont artificielles, qui n'existent pas dans le contexte. Je ne sais pas si tu serais partant pour te bander les yeux et 30 minutes quand il a dit je me suis tué. Surtout qu'il a visualisé. Tu sais, bravo mon cher dans le noir. Bravo, je crois que c'est la respiration musicale. Oui, je vais me taire. On va en profiter à l'instant, on va se retrouver pour la suite de notre émission des experts ce matin. Et après on pourra... Des témoignages ou des avis ou des questions, n'hésitez pas toujours à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec nos deux invités, Alice El-Hani, Dan Banjo, qui nous accompagnent pour cette heure d'émission qui nous reste à passer ensemble. Nous restons bien entendu à l'antenne jusqu'à midi. Si vous avez des avis, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous parlons d'un type particulier de team building. Alors, le team building coach. Version coach. Et nous évoquions effectivement les différences de terrain. Alors, une petite entreprise, c'est pas une grande entreprise. Une entreprise industrielle qui a des usines, c'est pas une entreprise de service. Une entreprise familiale, c'est pas une multinationale. Les entreprises familiales, alors, c'est effectivement, elles ont leurs spécificités, d'autant que dans notre pays, beaucoup connaissent des difficultés. Lorsque il s'agit d'envisager le chapitre des successions. Mais avant, il y a une culture, entre guillemets, d'entreprise qui est différente. Est-ce qu'on intervient dans ce domaine-là de la même façon quand on a été initié ou quand on a été sollicité, puisqu'il faut que la demande émane par nécessité du donneur d'ordre et qui est quelquefois le chef d'entreprise lui-même? Absolument. Alors, la boîte familiale, c'est un sujet... Donc, j'ai vécu 12 ans de boîte familiale par le passé. Et c'est un moment donné de ma vie où je me serais dit, après avoir connu le coaching, j'aurais bien aimé être accompagné par un coach à ce moment-là. Ah oui, ça aurait permis, je pense, de débloquer pas mal de situations. Les non-dits. Oui. Énormément de non-dits. Dans la boîte familiale, ce qu'on disait au début de l'émission aussi, c'est qu'on est en famille, donc il y a de la bienveillance. Oui. Il y a, on va dire, l'affect qui passe au-dessus du business. Oui. Et ce qui fait qu'il se peut qu'il y ait des décisions qui soient prises, on ne comprend pas réellement les enjeux des personnes en face, et que si on arrive à les verbaliser, les poser sur la table et les regarder telles qu'elles sont, peut-être que certaines personnes prendraient des décisions avant bien même d'attendre que ça explose ou que ça arrive à certains moments, à certains points de non-retour. Oui, verbaliser. Alors pourquoi le coach? Le coach, oui, pourrait intervenir en boîte familiale, bien sûr. C'est-à-dire que dans le sens où quand on parle de boîte familiale, il y a la personne qui a monté la boîte ou qui a hérité de la boîte, et il y a la personne qui va l'intègre et qui va hériter de la boîte derrière. Et qui veut qu'il y ait des changements. Et alors ça, c'est un point super important qui veut qu'il y ait des changements, parce que on arrive... Sauf si tu veux faire perdre son argent. Mais il y a quelque chose d'humain qui est de laisser son empreinte. Et ça, c'est mauvais, ça. On est des mammifères. Je sais pas. Très mauvais. Bon, j'ai cité l'exemple de Alice El-Hani. J'ai jamais pensé comme ça. Je sais pas si J'espère Service faisait du recrutement. Je ne sais pas si J'espère Service faisait du recrutement. Oui, mais en tant que personne, je ne dirais pas. Je vais te dire un truc. Tu as parlé de J'espère Service. J'ai parlé du changement. Attends, tu as bien fait. Tu sais, ma collègue Hasna, ce qui s'est passé un jour, l'un de mes clients lui a dit si vous devez venir, venez toute seule ou bien accompagner M. Salhan, elle ne sait pas venir tout seul. J'étais heureux. Elle a cru que ça m'avait blessé. Et je lui ai dit non. Entre guillemets, ce que je vais dire, l'élève a dépassé le maître. J'étais heureux. Pourquoi? Parce que le client l'a gagné comme ça grâce à elle. Parce que moi, j'ai vu que j'étais complètement à côté de mes pompes. Mais comme on disait tout à l'heure, il faudrait que tu veuilles ce changement. Tu acceptes le changement. Ah, moi, je suis là. Dan va me dire, Alira, tu es complètement à côté de tes pompes. Il faudrait que je me dise, arrête-toi. Tu connais le fameux proverbe chinois extraordinaire. Il te dit, si tu marches et que tu vois que la personne qui est en face de toi voit vers tes souliers, ne fais pas attention à elle. Et si tu marches encore, il y a une deuxième personne
qui voit vers tes souliers, ne fais pas attention à elle. Mais si tu marches encore et qu'il y a une troisième personne qui voit vers tes souliers, ils n'ont pas dit regarde vers tes souliers, arrête-toi. Et vois vers tes souliers ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Donc, comme pour revenir à cette histoire de team building, version coach, comme tu disais. Oui, dans les entreprises familiales. Oui, il faudrait que la personne laisse son empreinte. Je vais être honnête avec toi. Oui. La seule empreinte qu'il y a, c'est que tu dois faire du business. Tu le fais de manière éthique. Oui. Gagner beaucoup d'argent de manière éthique. Et quand je dis éthique, également pour les personnes qui travaillent avec toi, pas pour toi, qui travaillent avec toi, considèrent que l'entreprise est éthique en elle-même. Moi, je pense. Est-ce que je me trompe? Alors, oui. Si je me trompe, je me trompe. Non, je suis d'accord avec toi, Ali. En fait, c'est tellement. Quand tu es au cœur du sujet, là-bas, j'en parle avec du recul parce que j'ai passé cette phase-là de ma vie. Mais quand tu es au cœur du sujet, il y a tellement de choses qui se passent émotionnellement d'un côté comme de l'autre. Que c'est difficile. Nous, on va essayer d'être au cœur de l'information avec Zineb Judy qui nous a rejoint et à laquelle on va céder la parole. On va se retrouver pour la suite de notre émission des experts jusqu'à midi. Je le disais, ceux qui ont des avis, n'hésitez pas toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission avec nos invités, Alice Alhani et Dan Banjou qui nous accompagnent. Et me semble-t-il, nous sommes avec un auditeur qui souhaite s'exprimer avec nous ce matin. Ahmed de Casablanca est avec nous. Bonjour. Bon, on va peut-être prendre le temps de la communication avec l'auditeur. On m'indique que vous êtes avec nous, si Ahmed. Bonjour à vous. Ou rebonjour. Bon alors, je ne sais pas si la troisième sera la bonne, mais en tout cas on va essayer de rétablir la communication. Et on reprend peut-être le fil conducteur de notre conversation avant les actualités. Ça concernait les entreprises familiales. Et disons que tu étais coupé dans ton élan en ce qui concerne l'opportunité ou l'intérêt d'intervenir en tant que coach dans ce type d'entreprise, où la question de la transmission, du changement et parfois de la place qu'occupe celui qui peut potentiellement prendre les rênes dans l'entreprise, comment gérer cette relation humaine qui est chargée d'affect et comment la clarifier. Exact. Bah, tu as employé un mot très juste qui est trouver la place. En gros, trouver la place, c'est on arrive dans une entité qui a tourné, qui existe depuis des années. Oui. Et on doit trouver notre rôle en tant qu'enfant dans cette boîte familiale. Et comment on trouve ce rôle-là? On se trouve dans un entourage qu'on ne maîtrise pas, il y a l'affect, comme tu dis, avec les parents. Donc je vois autour de moi des personnes qui ont intégré et qui se retrouvent aujourd'hui, après 10 ans, encore dans une situation où ils ont cette délicatesse à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir mettre en place la vision qu'ils ont pour la boîte familiale. Parce qu'on arrive, on a fait des études, pour certains, d'autres non, mais chacun arrive avec sa vision, avec une vision du produit. Moi, pour ma part, à l'époque, c'était dans la confection, dans le textile, et j'avais cette envie de mettre du marketing, d'investir dans du shooting photo, de pouvoir concrètement faire évoluer... Rendre désirable le produit. Parce que ça avait fonctionné pendant tout le passé sans marketing. Donc là, concrètement, les dirigeants ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on doit mettre dans un marketing. C'est une dépense supplémentaire qui n'est pas nécessairement nécessaire peut-être à la rentabilité de l'entreprise. Exactement. Donc ces visions-là alimentent des choses entre deux personnes. Ça alimente de l'émotionnel, ça peut alimenter de la frustration. Oui. Pas mal de choses qui sont difficilement exprimables. Oui, ça veut dire que moi je faisais mal ou que je ne faisais pas de façon optimale ou... est-ce que entre guillemets je fais entendre ma voix fortement? Est-ce que en tant qu'enfant, je suis subordonné, je prends une place, mais on me l'a donné, donc c'est délicat. Est-ce qu'on me fait confiance dans ce que je propose? Donc il y a toute une histoire d'estime de soi derrière qui est ultra importante, assez délicate. Et un coach derrière a cette capacité justement à mettre des mots là-dessus. Et bien sûr, une fois de plus, que la famille soit prête à parler de choses qui peuvent être dérangeantes parfois dans la relation qui existe concrètement entre le parent et l'enfant. Oui, comment mettre à nu la relation. Oui, entre ce qu'on dit, ce qu'on ressent, ce que l'autre entend, ce que l'autre pense comprendre de ce qu'on dit. Donc il y a parfois un gap immense. Nous sommes avec une auditrice qui a pris la peine de nous contacter. C'est Madame Khadija qui est avec nous à l'antenne. Bonjour à vous.
Bonjour Monsieur Badr. Bonjour Madame Khadija. Je suis désolée, je veux déranger tout le temps. Bah, absolument pas, on vous écoute. Amين. Monsieur Sahani, bonjour. Bonjour la Khadija, شخبارك لاباس؟ الله يحفظكم الله يخطيكم. C'est un grand plaisir encore. Alors, monsieur est l'invité, je m'excuse pour bonjour pour lui aussi. Bonjour. Alors, بالنسبة للكوتشين زعما في الخدمة أنا سكو زعما اللي كيبان لي دابخي اون بيتيت اكسبيريونس أنا مثلا الكوتشين قبل ما نوصلوا للخدمة يبدا معنا من لي فورماسيون معنا مثلا حيت دابا الكوتشين ودابا ماشي واحد لا مود ولكن ولا اوبليغاتوار في كل شيء كاع في لي دومين ديال الحياه دونك انا مثلا يبدا معنا الكوتشين بداو ملي كنقراو وملي كنوصلوا مثلا اون تران دو شيرشي ان بولو مثلا في الخدمه يكون من يعني حتى هو داخل في لي نورم الاولى ديال الريكروتمون ماشي فرحانين اسكو اون بو باغ اكزومبل مثلا في الكونترا دو ترافاي باسكو كتكون لي اوبليغاسيون بزاف ديال لو كوتي ترافاي دوموندور هذا لي باترون بليسكو انها ديال لو سالاري باغ اكزومبل مثلا كنيغوسي في لونتروتيان دومبوش كنسولو على لي فورماسيون لي اكسبيريونس بروفيسيونيل اي تو كاع داكشي لي ديمارش اللي كنسولو على في لونتروتيان وكنسولو كنحطو بزاف هذا لي زارتيكل على حساب دائما الشركه هي اللي عندها الكفه طالعه ولو سالاريي كنحطوا بزاف لي زوبليغاسيون غدير هنا وغدير هنا خاصك تكون بوليفالون هنا وخاصك وكذا وهذا اسكو بون باغ اكزومبل ان لو سالاريي نكون طحنا لو ديسكسيون طونك اننا حنا في عهد جديد وبزاف الحاجات يعني دابا جديده في العصر علاش انا نقدروا مثلا شنو هما في نيغوسياسيون دو سالير نخليوها هي التاليه ونهضروا على لي كومبيتونس ونهضروا على لي فورماسيون كونتينيو ونهضروا على لي كوتشين شكون عنده يكون عنده الحق في الكوتشين باش انه يعطينا دي فخوي ابخي مزيانين في الخدمه واش كاينه اون بوسيبيليتي باغ اكزومبل في هذا الشيء مثلا يكونوا النيغوسياسيون انتر لو سالاريي و لو جيرون كوم كو انه راه يقدر يحدد هاد لي تروك ونبوغ افونسي تري بيان في لو مارشي ونخدموا مزيان وندوزو ليفوليسيون مزيانه ويكون هذاك البيرفورمانس ديال لا بيرسون حتى هي مزيانه واش كاينه اون بوسيبيليتي باغ اكزومبل في هذه القضيه كاين توت لي بوسي tu veux intervenir Don Non, vas-y, je t'en prie. كاين alors شوف لا خديجه tout d'abord الكونترا دو ترافاي يقدروا يكتبوا فيه اش ما بغي يكتبوا فيه غير مضي عليه ما كاين حتى مشكل لان اش كيقول لك القانون كيقول لك بان لو تكست دورد بوبليك لومبورت سور توت كونفونسيون بارتيكولير يعني ان تكتب اللي بغيتي تكتب ما كاين حتى مشكل ولكن ما خصوش يتناقض مع القانون هذه الاولانيه ثاني شيء القانون كيقول لك بان لابد الشركه انها تكون عباد الله المشكله كيف كنا كنتكلموا قبيله مع بانجوق ومع بدر كاين فرق كبير ما بين النظري والعملي الشركه تقدر تكتب لك بانها وغادي يعكونوك وغيديروا لك لي فورماسيون وغادي يديروا لك هذه وغادي يديروا لك هذاك الشيء وحتى حاجه ما كتكونش الوغ كو الشركه اللي كتكون شركه منظمه وشركه بيان اورغانيزي وهذا الشيء كله لابد ما خصها تدير هاد التكوينات حاجه اخرى مهمه وانا غنكون شويه صريح معك باش الناس تعرف تقدر تقول لي بغيتي ولكن اليوم فين هي الخدمه اليوم الناس كتقول لك اودي انا خصني نخدم تكون شركه مزيانه ومن بعد يحن الله ما التكوين هذاك الشيء غادي يجي مع الوقت لا شي حاجه ولكن كيف كيقولوا بدوام حاله الدار على باب الدار الشركه ملي كتكون مزيانه كتكون دير التكوينات وتجيب لك دي كوتش بحال دان ولا بحال شي حد اخر واللي غادي يجي غادي يكون عباد الله ويفا كوتشي عباد الله هذه كتكون هذه الشركه هي خصها تكون bien organisée dès le départ. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mon cher. On est d'autant mieux organisé qu'on a pu entre guillemets sortir de la survie et que effectivement les finances sont en vert. Talbadjo. Alors, par rapport à ça, je connais des petites boîtes aussi qui sont sensibles au coaching. On a accompagné une boîte de 10 personnes, une PME marocaine, qui, elle, avait a cette envie que ses employés avancent avec l'entreprise. Il y a un paramètre d'hypercroissance, il y a une transformation digitale, il y a des mindsets à adapter à la croissance. Donc, concrètement, ils ont été hyper ouverts au coaching. On a fait des ateliers, ça a duré 6 mois l'accompagnement. On a travaillé en groupe, on a travaillé en individuel sur certaines personnes spécifiques, ce qui fait qu'il y a eu cet alignement derrière. Aujourd'hui, on peut pas ignorer. C'est pas comme à l'époque où le salarié il venait, il travaillait, il rentrait chez lui. Il y a des nouvelles générations qui arrivent sur le marché qui ont besoin de sens. Elles ont besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance aussi, de se sentir choyé dans l'entreprise.
Mais tout dépend du mindset du manager. Oui, Tout dépend du mindset du manager, mais on ne peut pas ignorer le marché. Du profil. Je suis d'accord. La plus grande force d'une entreprise, ce sont ses ressources humaines. C'est la plus grande force d'une entreprise. Sans ressources humaines, l'entreprise, elle n'avance pas. Et une entreprise qui a des ressources humaines où il y a un gros turnover, elle plonge. Oui, je Parce- sais. Ça, c'est clair. Donc, de quelle manière, aujourd'hui, l'entreprise peut prendre en considération le fait qu'il y a de la concurrence au niveau du recrutement? Ali, toi, je pense que tu es bien placé pour savoir ce qu'il en est là-dessus. Et comment est-ce que l'entreprise, du coup, va faire attention de manière honnête aussi à ses employés? C'est pas je vous donne juste pour que vous vous taisiez. Je vous donne parce que je crois aussi dans le fait que vous soyez des personnes qui ont des choses à apporter à l'entreprise. Et je crois en vous, et quand tu leur livres un discours comme ça, tu es sincère dans ton discours, c'est-à-dire que les gens qui Absolument. sont en face de toi se disent, parce que pourquoi je te dis ça, mon cher Dan, parce que ce que dit Madame Khadija, tous les cas de figure elle a existent. raison, tu sais, il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Parfois, on a eu des cas où on discutait avec le patron et nous savions ce qui se passait en interne. Pire que cela. Parfois, tu avais le patron qui était un étranger et qui était, je dirais, qui avait des comportements de féodaux, de comportements. Et il nous parlait, il nous bluffait. Et nous, on est en train de discuter. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est le donneur d'ordre. Mais nous, le personnel, on a déjà une remontée d'informations, comme quoi l'entreprise était gérée de manière comme une ferme agricole, tu vois. Et même les fermes agricoles aujourd'hui, là, c'est bon, là, tu sais, ce n'est plus comme avant. Donc là, même, il faudrait qu'il y ait de la sincérité, il faut qu'il y ait de l'honnêteté de la part d'elle. Pourquoi ? Pas parce qu'il est sympa. Non, on n'est pas là pour être sympathique, on est là pour faire de l'argent. Bien sûr, C'est mieux de faire de l'argent en étant sympathique. Allah yarhamou. On est d'accord. C'est mieux de faire vos émissions en passant un bon moment. C'est mieux que là, tu es intelligent, tu te dis, bon, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Parce que l'entreprise risque de plonger, et il y a une concurrence. Oui. Et je veux dire, je dois garder les meilleurs. Et garder les meilleurs, parfois, tu n'as pas les moyens de garder les meilleurs, mais tu peux les garder de manière comment? Tout en créant un climat au sein de l'entreprise qui peut être propice qui pour donne permettre envie. à la personne de ne pas quitter ton entreprise, de se dire, voilà ce que je gagne. Et là, tu l'as gagné. Exactement, Kane. Il y a des sons d'ambiance, il y a des... Ouais, bah, bien sûr, un peu de... Ouais, bah, la musique, ça voilà, adoucit. c'est bon, Ça adoucit les mœurs. Ça adoucit les mœurs, mon cher C'est Ali. vrai, je l'ai déjà essayé avec le jazz. Surtout quand on est agité. Et oui, mais si je te dis, c'est parce que je suis agité. J'ai essayé avec le jazz, ça a marché, mon cher. C'est ça. Ma femme dit que je suis une pile électrique. Donc, Mais c'est pour ça qu'en début de semaine, c'est mieux. Allez, c'est bien. On va se retrouver après la respiration musicale et ceux qui souhaitent prendre la parole, nous serons à l'écoute toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec nos invités, avec les auditeurs qui nous sollicitent. On m'a dit qu'à l'instant que Si Yassine est avec nous à l'antenne de Rabat. Rabat, nous dit-on. Bonjour à vous, Si Yassine. Bonjour, mon cher invité. Donc, moi, je voulais juste, en fait, Si Yassine, je crois qu'il y a de l'écho, peut-être en raison du fait que vous utilisez le haut-parleur. Disons que la communication serait bien meilleure si vous pouviez échanger avec nous sans haut-parleur. juste ouvrir une parenthèse c'est par bien rapport mieux. au mot coaching. Parce que malheureusement, je pense qu'il est utilisé à Toutes les sauces. à toutes les sauces et on crée un amalgame chez les gens. Parce que à écouter certaines personnes, donc le coaching, on le confond souvent avec la formation. Donc demander une formation d'entreprise, amener un formateur par rapport à des problématiques, à des sujets qui sont précis, c'est de la formation. Ce n'est pas du coaching. Mais malheureusement, on colle ça à toutes les étiquettes, je suis coach en ceci, coach en cela, alors que l'essence même du coaching, ce n'est pas la formation. Le coach, c'est un accoucheur de pensée parce qu'il trouve ses origines dans la maïeutique, dans la Grèce antique. Donc, c'est quelqu'un qui vous accompagne à travers la réflexion, qui ne vous dit jamais ce que vous devez faire. Parce que du moment où un coach va vous dire ce que vous devez faire, il sort de la posture du coach. Un coach, il est là pour écouter, pour aiguiller, pour vous diriger vers des solutions que vous êtes vous-même, qui sont en vous, que vous n'arrivez pas à trouver. Parce que la solution, c'est vous et ce n'est pas l'autre. Donc c'est pour ça que je voulais juste essayer aussi à ce que vos interlocuteurs en parlent un peu plus peut-être. Donc sur le fait que le coaching, ce n'est pas de la formation, ce n'est pas du tutorat, ce n'est pas du mentorat, ce n'est pas du consulting. Parce que quand j'ai une mission de consulting auprès d'un client dans une entreprise familiale, par exemple, ça ne veut pas dire que c'est du coaching. Si je coach le
directeur général ou que je coach des employés qui ont des problématiques et qu'on fait une réunion tripartite pour essayer de régler des choses toujours à travers la réflexion. Si j'utilise de la formation, je sors de la casquette de coach, je deviens un formateur, je deviens quelqu'un qui va faire du mentorat, du tutorat pour accompagner cette personne. Et moi, je voulais juste qu'on essaie de mettre chaque chose dans sa case. Et donc pour démontrer que le coaching, ce n'est pas de la formation, ce n'est pas du tutorat, ce n'est pas du consulting. Alors Dan, Merci Yacine. Sur cette distinction, oui. Alors c'est ce qu'on disait en début d'émission, donc la formation c'est une transmission de savoir. Le consulting, c'est une implémentation de savoir, et le coaching l'a très bien expliqué Yacine là au micro. Là, c'est vraiment cette capacité à pouvoir ouvrir un espace à une personne en face pour que les idées arrivent d'elle. Et le coach va être là, va ouvrir un espace d'écoute et va poser des questions. Il y a toujours un point essentiel dans le coaching, c'est de poser un objectif. Si on n'a pas un objectif à l'accompagnement, il n'y a pas de coaching. Il y a un objectif essentiel. Par exemple, ça pourrait être un manager qui a besoin de gérer ses émotions. Peut-être qu'un formateur va venir dire voilà qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, voilà comment ça se passe, tac, tac, tac. Le coach, lui, va venir, va écouter ce que la personne a à dire. Qu'est-ce qui se passe dans une situation où tu n'arrives pas à gérer tes émotions? Qu'est-ce qui se passe si à l'avenir tu n'arrives pas à les gérer? Qu'est-ce qui se joue pour toi? Décris-moi une situation dans laquelle tu n'as pas réussi à gérer tes émotions. De la projection. À quoi souhaiterais-tu qu'une situation ressemble? Imagine une situation dans laquelle tu gères tes émotions. Et tout ça, c'est un travail que le coaché va mener en interne, qui va lui permettre du coup d'aller trouver ses propres réponses, comme le dit très bien Yacine. Donc il y a clairement une différence là-dessus. Je ne sais pas si vous souhaitiez revenir pour faire entendre d'autres précisions aussi, Yacine. C'est juste vraiment parce que les gens confondent, c'est ça, c'est vraiment le coaching, parce que je suis du domaine et les gens me demandent coach. Non, mais je ne suis pas votre coach, je suis votre formateur. Ah, mais vous savez, c'est tellement un mot qui est utilisé aujourd'hui pour s'autodésigner. Malheureusement qui a été dénaturé. Mais oui, mais que des personnes, bon, quand je les qualifie ainsi, alors qu'elles ont entre guillemets l'étoffe, elles se sentent gênées, elles s'excusent même de l'emploi de ce terme. C'est moi-même des fois, je m'excuse et je demande à être expert que plutôt coach, parce que souvent on va prendre pour un coach sportif ou un coach en nutrition, on va prendre pour un coach parce qu'on a mis à toutes les sauces. À toutes les sauces, absolument. Un métier qui est noble à la base, avec une éthique qui est très pondérante et beaucoup de choses. Mais quand on est partout, on est nulle part. C'est la difficulté. Je pense qu'il y a coach même, je pense, bientôt il y aura coach en radio, coach en télé, coach en... Vous souhaitez nous ouvrir peut-être des perspectives ce matin. Non, mais c'est juste le point que je voulais ouvrir, parce qu'il faut vraiment qu'on recadre le mot dans son contexte et qu'on arrête de le peindre à toutes les sauces. Nous, on va essayer d'éviter d'être recadré pour les retards. Il est 11h30. On va donner la parole à Karim Droné. On va revenir à la charge, bien entendu. On va revenir à la charge, puisque nous avons encore une trentaine de minutes. Un peu moins à passer ensemble. Et ceux qui souhaitent faire entendre des avis, n'hésitez pas. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission avec nos invités, avec les auditeurs qui nous contactent. Et on m'indique qu'on nous appelle de Marrakech ce matin. Siab Ila serait avec nous à l'antenne. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord pour cette émission très importante, très instructive. Donc merci d'avoir fait la part des choses entre le consulting, le coaching et la formation. Très important, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame par rapport à ces différentes activités. Bon, me concernant, j'ai évolué, je souhaite partager mon expérience, j'ai évolué dans deux grandes sociétés, une multinationale allemande qui est installée à Casa, et puis chez un opérateur télécom, une holding, et là j'ai eu le privilège sincèrement de bénéficier. Ah oui, à Marrakech, oui. Et c'est un peu froid le matin et le soir. Ah oui, absolument. C'est vrai que par les temps qui courent, c'est délicat le matin, oui. Exactement. Voilà, donc dans ces deux sociétés, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la culture de la formation. Donc c'est une culture qui est très présente. Et là, le collaborateur a
je dirais presque entre guillemets de l'obligation de choisir sur un catalogue sur Intranet, de choisir au moins 4 formations par an, des formations métiers, donc chez un opérateur télécom, bon, travaille dans la radio, la transmission, etc., etc. Donc il y a des formations métiers et des formations dans le développement individuel, étant donné qu'on est amené à gérer des ressources des collaborateurs. Et là, je témoigne que c'est plus un luxe que certaines sociétés se permettent, mais c'est devenu, enfin depuis toujours d'ailleurs, une obligation parce que grâce à ces formations-là, on donne aux managers un certain nombre d'outils de gestion et de management, surtout lorsqu'on gère des équipes. Passons par je dirais, les formations entre guillemets standards basiques nécessaires, la gestion du stress, la gestion des conflits, prise de parole en public, et j'en passe, mais aussi des formations sur le leadership et le mastership. Et là, l'expérience que j'ai faite avec un cabinet international. Vous avez trouvé ça intéressant? Très intéressant. Oui. Ça m'a donné des outils pour gérer mes équipes. Quand même, il y a 50 collaborateurs en direct entre ingénieurs et techniciens et une cinquantaine en consulting. Bon, c'est un opérateur télécom, donc c'est plus de 1500 collaborateurs. Pour la formation du mastership. Donc, j'ai beaucoup appris, surtout sur les tendances comportementales des collaborateurs. Donc, les 4 tendances comportementales qui existent, la figure, etc., et comment adapter son style de management en fonction de la tendance comportementale du collaborateur, ce qui m'a été d'une utilité vraiment inouïe, et ça m'a permis de gérer les combattants, les influents, etc., avec ces techniques-là qu'on adopte. Voilà, ça c'est le premier témoignage. Sinon, pour le coaching et l'accompagnement, donc dans l'instauration de la culture d'entreprise, ça a été vraiment très très important. En passant évidemment par le team building qui est organisé un peu en dehors de la société pendant un certain nombre de jours. Voilà, je dirais c'était vraiment des outils hyper importants que j'espère que tous les collaborateurs, tous les gens qui travaillent dans des sociétés et pourquoi pas aussi dans les services publics bénéficient de ces outils-là parce que c'est un atout dans la gestion du quotidien. En tout cas, je vous remercie grandement pour ce témoignage. Et c'est vrai qu'il y a des personnes réticentes par principe et des personnes réceptives également. Donc, il y a de tout. Et de ce point de vue, ça dépend. Le coach n'est pas nécessité convaincu, sinon, effectivement, il ne ferait pas ce qu'il fait. Ali Salhani, il est tantôt dubitatif, tantôt convaincu. Non. Est-ce que vous avez remarqué que notre auditeur parle avec une passion? Il est très passionné. C'est fantastique. Donc, tu vois? Et ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parlait des demandeurs ou pas quelque chose comme ça. Voilà, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait. Je le remercie. J'étais tout en train de l'écouter. C'est une entreprise qui met à disposition de ses salariés la possibilité d'être formés et il y a des personnes qui saisissent l'opportunité pour le faire. Non, mais je le dis parce que je sais que parmi ceux qui nous écoutent, il y a des avis tranchés. Il y a ceux qui se disent c'est formidable, c'est une opportunité d'apprendre de nouvelles choses et des choses intéressantes, comme ce qu'on vient d'entendre sur le comportement des uns et des autres, et d'autres ils se disent c'est des niaiseries, la bienveillance et ainsi de suite, le monde est dur, et ce sont les deux aspects, les deux avis que j'entends le plus récurremment. Alors, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a des perceptions différentes aussi. Il peut y avoir une personne qui se sent pas bien dans une entreprise. Il peut y avoir des mauvais mariages aussi. Donc, et ces mauvais mariages, ça veut pas dire que l'entreprise n'est pas bien ou que le salarié n'est pas bien. C'est juste que ça ne fit pas ensemble. Et peut-être que le salarié pourra trouver une entreprise, il sera plus à l'aise avec la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, trouver un salarié qui lui convient mieux. Donc, je te remercie pour cet exemple. Nous avions eu un cas où on devait recruter une personne. Et on nous a demandé les référencements. Alors, on appelait des gens. Une enquête. Une enquête. Une enquête. Enquête, c'est un peu policier. C'est un peu policier. Il faut faire très attention avec les termes. Un background check. Non, parce qu'il y a des gens. Alors, et ce que tu dis est vrai, parce que ce qui s'est passé, c'est que là, mon interface a été extraordinaire en me disant, écoute, Ali, moi, si je devais parler de manière subjective, je dirais que c'est un salopard fini. Comme ça.
Mais je vais te parler de manière objective. Cette personne ne convenait pas à notre culture d'entreprise, ce que tu disais. Et crois-moi, tu veux le recruter pour qui? Et je lui ai dit le nom d'entreprise. Il m'a dit, ça va matcher. Mais clairement. Et je le remercie. Les ensemble, ça fait une bonne équipe. Nous sommes avec un auditeur qui nous a contacté, Cielida, me dit-on, de Casablanca. Bonjour à vous, cher auditeur. Bonjour, comment allez-vous? Pour le mieux, en cette fin de semaine, tout va très bien. Et vous? Ça va parfait. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous ensemble pour vos efforts et pour votre très belle émission. Merci. Ma question sera plus ou moins, on a parlé de coaching au niveau professionnel, etc. Je voulais aussi avoir des informations, des éclaircissements ou pouvoir avoir une idée un peu sur l'offre actuelle des bureaux de coaching, des bureaux de recrutement, sur l'accompagnement dans un premier point des nouveaux lauréats, des nouveaux candidats, c'est-à-dire des lauréats d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, etc., qui font leur premier pas dans le monde du travail. Ça d'une part, et d'autre part des candidats qui, comme mon exemple à moi, qui n'a pas touché au marché du travail pendant une bonne douzaine d'années et qui aujourd'hui, par la force des choses, voudrait changer de boîte, pas changer de métier, mais changer d'horizon, oui. se développer un peu plus. Moi qui n'ai pas, mon CV, il date d'une bonne dizaine d'années. Oui, certains effectivement le laissent de côté. Quand on met un CV en ligne sur les différentes plateformes, on est un peu perdu. Quelles sont les tendances? On est inondé par plusieurs influenceurs entre guillemets. Je dirais pas ça comme ça, mais bon. Qui disent voilà la bonne manière de faire, voilà la bonne approche, etc. Donc on est un peu perdu, on est un peu, surtout pour moi qui est un peu de l'ancienne génération, qui approche bientôt la cinquantaine, c'est un peu délicat. Est-ce qu'il y a des coachings justement pour accompagner des gens comme moi ou des... exactement, remettre à la page, mettre à jour un peu ce qui se fait, et puis voilà. Merci beaucoup. Alors avant de donner la parole à Ali, je pense qu'il y aura une bonne expertise à apporter. Bah oui, parce que dans le recrutement, on est pile poil dans son domaine. Oui. Ouais, je pense qu'on a abordé plusieurs sujets. Donc il y a le sujet de sortie d'école, qui concrètement lui concerne peut-être plus des conseillers d'orientation, mais aussi peut-être une approche coaching qui pourrait permettre à la personne de déterminer ce qu'elle veut réellement dans la vie et pas aller vers vers quoi on lui a dit d'aller, mais ce vers quoi elle a envie d'aller. Donc ça, le coaching peut être un outil efficace. La partie conseiller orientation, là c'est plus pour la partie compétence et savoir où est-ce que ça va aller. Et quand on arrive à l'âge de 50 ans, là je laisse Ali donner plus d'éléments de réponse. C'est vrai que y a des tournants plus difficiles à prendre et toutes les situations ne sont pas équivalentes entre guillemets quand parfois on s'oublie dans une entreprise et des fois on se dit le temps passe. On était on trouvait son entrepreneur et on voudrait revenir au salariat. C'est possible. Oui. Alors merci Sereda. Alors pour les jeunes, merci de m'avoir tendu cette perche. Je ne cesse de dire depuis des années à toutes les écoles de commerce, à toutes les universités, Aibadallah, chacun, il faudrait que vous ayez un cursus à ce niveau-là, au niveau de l'entreprise. Parce qu'un jeune lauréat qui va sortir et puis après il faut l'accompagner, tu vas l'accompagner pendant combien de temps? Combien de temps tu vas l'accompagner? Non. Ça devrait se faire en amont. Au niveau de l'université, au niveau de l'école, tu as un cours particulier et les résultats sont là. On a déjà essayé une fois avec une faculté qui m'avait demandé, à titre bénévole, sur les 38 personnes qu'on avait, aucun n'a chômé. Mais c'était un accompagnement annuel, la fin de l'année, d'accord? Ce n'était pas à la fin de l'année, on te ramène, on te dit, bon écoutez, vous avez une semaine à leur dire ce qu'il faut faire. Non, c'est-à-dire que vous leur montrez ces jeunes lauréats. Très bien, on les laisse de côté. Deuxième chose, concernant votre cas, qui est le cas de beaucoup de personnes, il faut voir avec les cabinets de recrutement. Il ne faut pas que vous payiez quoi que ce soit. C'est un conseil que donnerait un cabinet de recrutement, il le donnera à titre bénévole. À travers le CV tout d'abord, le CV qui voit, vous lui envoyez un CV parce qu'une situation n'est pas la même. Si vous me dites que vous êtes diplômé du génie nucléaire, ce n'est pas comme si c'est quelqu'un qui a fait subdeco de je ne sais quoi d'autre, quelque chose comme cela. Vous avez 50 ans, ça veut rien dire. Aujourd'hui, on recrute beaucoup de seniors. Ce n'est plus comme avant. Sur l'expérience. Ah oui, sur l'expérience, parce qu'on te dit, écoute, moi, je m'en fous. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que parfois, on recrute même des salariés qui ont 60 ans, mais c'est pas des salariés, auto-entrepreneurs, pour accepter. Et puis après, et c'est là où il y a le coaching, ne l'oublie pas.
c'est à travers l'entretien que vous avez avec le cabinet de recrutement, c'est là où il dira, bon écoutez, voilà ce que vous pourrez faire, voilà comment le marché, les tendances du marché, voilà, les 4 vérités, hein, même des vérités qui peuvent déplaire. Et c'est là où le cabinet de recrutement peut vous dire, écoutez, concernant le coaching, vous avez peut-être besoin de coaching, ils voudraient voir un coach. Parce qu'un coach, et ils ont raison, ce qu'ils disaient depuis tout à l'heure, les gens, il faut pas mélanger le truc, etc. Bon, nous, on l'a précisé en début d'émission, n'est-ce pas, mon cher Dan, on a dit les choses telles qu'elles sont. D'accord, mais Yassine, la Khadija Kadalik, bon, elle parlait de formation, mais ça n'a rien à voir, bien sûr, elle parlait d'autre chose. Mais le coach, le coach a une fonction très, très spéciale. Revenons à ce que disait tout à l'heure mon cher Dan, il faudrait que tu le veuilles. Il faudrait que tu veuilles ce conseil. Tu voudrais que tu sois accompagné. Mais il faudrait que tu sois également open. Parce qu'il y a des gens qui ne le sont pas. Sereda, donc voilà, grosso modo, les tendances du marché, tout ce que vous voulez, ça c'est pas les affaires de coach. Comment ça se passe, le marché, etc. Bon, moi j'ai entendu aussi des tentatives infructueuses au niveau de LinkedIn, parce que le réseau professionnel, il n'y a que ça. Quand on a 50 ans, ils se demandent si... Non, le réseau... que les gens sont plus judicieuses, entre guillemets. Les gens se trompent. De mettre un... Oui. Smahli Badr, je t'interromps souvent, je te demande pardon. Tu m'as vieilli de quelques dizaines d'années, mais c'est pas grave. Smahli, mon cher Badr, je t'interromps tout le temps. Smahli, absolument pas. Allah yakhlikum, que ceux qui nous écoutent, LinkedIn, vous oubliez ça. LinkedIn, c'est bien, réseau, vous êtes sympa, vous êtes tous... Non, le réseau, c'est pas comme ça que ça se fait. Et le réseau, ça se fait pas parce que tu bois avec quelqu'un dans un bar que tu vas te faire un réseau. Non, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Un réseau, ça se construit. Il y a un noyau dur. Et un réseau, si vous avez un réseau ne peut vous, comment te dire, vous... propulser. Propulser ou non, il y a autre chose. Pas vous garantir, rendre service, quelque chose comme si vous avez une compétence bien déterminée. Oui. C'est ça un véritable réseau. Il faut oublier. LinkedIn, bon, c'est les gens. Je vois un petit peu ce qui se passe. C'est du n'importe quoi parfois. Moi, je suis très content pour ne rien te cacher au niveau des recherches des candidats qu'il nous faut. Tu as des candidats. LinkedIn, autre, tu peux trouver un peu n'importe quoi. Bon, je reviens à ce que je voulais dire. Tendance du marché, 50, et ça dépend du parcours pas du combattant, mais du... Donc il faudra se présenter, si j'entends bien, pour Sereda. Il y a un autre auditeur qui souhaite prendre la parole. On a décalé la respiration musicale. On va essayer de se rattraper. Si Mohamed est avec nous de Rabat, bonjour. On est à votre écoute. Oui, bonjour. 2 secondes, le temps que je m'arrête, s'il vous plaît. Vous faites bien. Rapidement, merci beaucoup pour l'émission, elle est vraiment extraordinaire, vraiment. Ça nous fait plaisir. Moi, je vous appelle juste pour partager une petite expérience. Moi, je suis directeur commercial d'une société pharmaceutique dans la région de Casablanca. J'ai eu l'occasion d'avoir une formation en 2008-2009. C'est un module qui était extraordinaire. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer la société qui m'a accompagné. Oui. Pour ne pas faire la pub. Donc, en partenariat avec l'école Hassania de Kazan. Et du coup, là, j'ai vraiment la meilleure formation. J'ai eu beaucoup de formations dans ma vie, mais c'était la meilleure formation. C'était un modèle de coaching, de comment accompagner les équipes à réussir. Et moi, par rapport à ça, j'ai 3 suggestions. Il faut adapter le coaching à la culture marocaine. Il ne faut pas qu'elle soit dans un cadre vraiment global, international. Hyper important, parce qu'on a une culture qui est vraiment totalement, il faut l'adapter vraiment à la culture maroco-marocaine, parce que c'est hyper important. On est vraiment, malheureusement, encombré par pas mal d'a priori, pas mal surtout des a priori culturels. Autre chose, il n'y a pas que les personnels qui doivent avoir les cadres, même les patrons. Le problème, c'est avec les patrons. C'est là, il faut avoir un système de coaching. Mais c'est ce que nous disait Ali pendant les respirations musicales. Je ne sais pas si... Merci Mohamed Jalil. J'avais flippé, je me suis dit que j'étais le seul à penser comme ça. Non, mais je ne suis pas si ça va faire du bien à son réseau. Mais bon, c'est bon. Franchement, parce que là, vraiment, il faut mettre les gens, vraiment, parce que c'est eux qui sont dans la prise de décision sur l'accompagnement. Il faut, je sais pas, avoir une formule que certaines sociétés d'accepter parce que malheureusement, culturellement aussi, on n'y croit pas trop. Autre chose, il faut que les ministères poussent les sociétés à accompagner, à mettre ce genre de formation par un système de certification ou bien de catégorisation
toutes les sociétés qui sont dans cette voie de formation, il faut les catégoriser, il faut les privilégier par un système parce qu'il est hyper important pour la réussite de l'entrepreneuriat au Maroc. Voilà deux mots que je vous remercie énormément parce que le but c'est parfois de faire entendre un avis, quelquefois de témoigner de ce qu'on a pu observer dans son parcours de vie. Alors, Alice Al-Hanin, bah oui, c'est une balle à reprendre. C'est en effet aussi un aspect très important parce que ça infuse. Quand on a l'initiative de créer une entreprise, on a beaucoup plus, entre guillemets, dans le choix des personnes qu'on va recruter, dans la façon avec laquelle on veut organiser le travail, il y a beaucoup plus, entre guillemets, d'influence du chef d'entreprise. Tout d'abord, il faudrait être un véritable chef d'entreprise. Alors c'est quoi un véritable chef d'entreprise? C'est une très bonne question. Un véritable chef d'entreprise qui ne va pas courir uniquement vers le lucre, uniquement. Hein. On a parlé d'éthique tout à l'heure, mais l'éthique rime avec vraiment pragmatisme. Je ne recrute pas Dan parce que c'est mon neveu. Je ne recrute pas Dan parce que c'est mon cousin. Je ne recrute pas Badr parce que c'est mon petit-neveu. Je ne recrute pas XY parce que je l'aime bien. On s'en fout comme l'an 40. Mais par contre, je vais recruter Badr ou Dan parce qu'ils ont les compétences qu'il faut. Et également, créer une véritable culture d'entreprise. Je dis créer, hein. L'entreprise va être créée, d'accord. Et se dire, bon voilà, les enfants, c'est un terme, pas parce que vous êtes jeune, hein. On dit généralement même à des gens de 80 ans. Bon, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas et se dire, bon voilà, l'objectif est bien déterminé, tout le monde le sait, on n'a pas besoin de le dire, c'est de faire beaucoup d'argent, bien sûr. L'entreprise va croître. Quand elle va croître, je vais faire appel à un coach parce que j'ai besoin d'un coach. Il faudrait que l'équipe, j'infuse, tu as parlé du terme infuse, il faudrait l'équipe croit en moi, croit en l'entreprise, croit en la culture d'entreprise et croit à ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si c'est ça ou pas, mon cher Dan, et ramener par exemple Dan et dire, bon écoute mon cher ami, voilà mon objectif personnellement. Alors ça c'est ma perception. Alors oui, l'objectif, parce que tu me disais également que c'était un élément important. On établit un objectif si on fait appel à quelqu'un, c'est par rapport à une problématique ou par rapport à un objectif qu'on souhaite, entre guillemets, sur lequel on souhaite être plus performant. Exactement. Donc ça peut être un objectif de culture d'entreprise, ça peut être un objectif d'assurer une transformation digitale avec le mindset, ce que je disais tout à l'heure, pour les mindsets des employés. Ça peut être un changement stratégique avec un nouveau produit qui est intégré dans l'entreprise et qui du coup apporte du changement et on doit adapter aussi tout ce qui se passe derrière. Mais pour moi, il n'y a pas une recette parfaite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché est composé de tous ces types de management, de tous ces types de leadership, ce qui fait la richesse aussi du tissu économique. Si on avait un conformisme total avec que des leaders comme ça, que des managers comme ça, on s'amuserait pas, ça serait pas drôle. Donc c'est ça l'avantage aujourd'hui, c'est de se dire bon, il y a peut-être ce type de manager, qu'est-ce qui convient à cette entreprise? Peut-être qu'il y a des entreprises qui ont un type d'employés qui ont besoin d'être plus managés et être moins dans le participatif parce que c'est un type de secteur et dans les sentiments, hein. Alors, il parlait de la culture tout à l'heure, de la culture marocaine, du coaching adapté à la culture marocaine. Oui, ça c'est aussi très important. C'est un point important. Exactement, il y a un côté émotionnel super important qui est à prendre en considération quand on coach au Maroc, clairement. On a entre guillemets le modèle familial et certains effectivement entrent dans l'entreprise comme s'ils rentraient dans l'extension de leur famille, effectivement. Exactement. Ça crée parfois des mésententes ou des incompréhensions de part et d'autre. Mais je vois par exemple mon expérience en boîte familiale, c'était une relation très patriarcale entre les employés et le patron. Voilà. Et par contre, ça fonctionnait très bien parce que tout le monde était bien dans sa position. Quand j'ai récupéré des personnes qui bossaient dans la boîte familiale, excuse-moi, mais je pense, chacun était dans sa position, mais je pense qu'il y avait dès le départ le respect. Il y avait le respect. Ah ben voilà. Mais je vais te donner un exemple, Ali. Oui, mais il n'y a pas que des gens qui sont dans l'abus de pouvoir. Ben oui, mon cher, il avait du respect, bien sûr. Mais pour te donner, moi j'ai un style de management différent de celui de mon père. Par exemple, j'ai récupéré 2 personnes de l'entreprise familiale qui travaillent avec moi aujourd'hui. Il y a une personne qui avait tellement l'habitude qu'on lui dise ce qu'elle doit faire et de demander l'avis que moi aujourd'hui je suis plus dans l'autonomie des équipes. Donc je dis en gros, arrête de me poser des questions, je te fais confiance dans ta prise de décision. Pour moi, il n'y a aucune des deux qui est bien ou pas bien. C'est juste
à ce moment-là, ça lui convenait, cette partie-là, et aujourd'hui, ça lui convient. Oui. Maintenant, laquelle est la plus performante, je sais pas. Mais en tout cas, moi, celle qui me convient, c'est celle-là. En tant que chef d'entreprise, ça a demandé du travail pour l'employé pour pouvoir Oui, et ça convient davantage évoluer un certain air du temps. Mais Oui. il y a la question générationnelle qui va rentrer en considération. Alors, le temps, c'est ce qui... Ça nous importe dans il cette reste émission. 4 minutes. Ah non, il reste pas 4 minutes. Il y a la publicité et les infos qui arrivent. 4 minutes dans 2 minutes. Non, c'est fini. C'est fini, mon cher. Mais quand c'est fini, ça recommence, puisqu'on se retrouve très très souvent. Merci beaucoup. Ben, merci mon cher Dan. Merci beaucoup, Ali. Ça y est, c'est fini. Absolument. Merci Alors, on va se beaucoup, Bad. retrouver pour d'autres thématiques à partir de lundi. Je souhaite un excellent week-end à ceux qui nous écoutent. Et les informations nous seront délivrées dans quelques instants. Kamarsal va nous présenter un journal d'information en langue arabe. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à midi.